Bonjour, chronique littérature pour cette dernière chronique de l'année 2018 avec La pierre et le sabre de Yoshikawa Eiji. C'est une partie en fait d'un roman intitulé Musashi, j'y reviendrai. Il y a un avant-propos par Edwin Reischauer, c'est traduit du japonais par Léo Dillet. Ça a été publié initialement en France aux éditions Ballant, puis repris en poche chez J'ai lu. Le roman feuilleton initial a été publié dans un journal, l'Asahi Shimbun, entre 1935 et 1939. Et il y a eu bien des rééditions par la suite, y compris en français. Donc celle que j'ai lue précisément ici date de 2015 et ça fait 856 pages tout de même. Hasard du calendrier pour ma dernière chronique de 2018, il n'est pas exclu que je vous cause du roman que j'ai le plus adoré cette année. Un livre dont je repoussais depuis bien trop longtemps la lecture en raison de son volume intimidant et qui s'est avéré, comme on me le disait de toutes parts, un sommet dans son genre, le roman feuilleton historique avec des samouraïs dedans. Il me faut pourtant préciser d'emblée que La pierre et le sabre est en fait quelque chose comme un demi-roman. Le roman originel, sobrement titré Musashi, est extrêmement long et a été scindé en français dans une édition en 2 tomes qui énervera sans doute un peu moins que les découpages au hasard du Trône de Fer par Pygmalion, tant le volume est effectivement conséquent. Le premier est donc La pierre et le sabre, qui pèse dans les 860 pages, et le second, La parfaite lumière, dans les 700 pages, avec une police un peu moins rikiki. Musashi, c'est l'ensemble. Il existe au moins une édition en un seul volume, mais manier le pavé revient probablement à faire un exercice de musculation à chaque séance de lecture. Au début, j'ai envisagé du coup de faire une chronique commune des 2 volumes français, mais de crainte de trop repousser, j'ai finalement choisi de chroniquer chaque tome séparément. A donc un roman feuilleton publié dans le fameux journal Asahi Shimbun entre 1935 et 1939, et un feuilleton au succès colossal, d'abord au Japon comme de juste, puis dans le reste du monde, le roman s'étant vendu à des dizaines de millions d'exemplaires. L'auteur Yoshikawa Eiji, 1892-1962, à la carrière prolifique, prisait par-dessus tous les récits anciens et notamment épiques de la tradition japonaise, il a livré sa version du Didaike, mais aussi chinoise, avec pour modèle, qui ressort particulièrement ici, les grands romans fleuves du type Au bord de l'eau. Avec Musashi, il livre une biographie romancée, très romancée, d'un fameux personnage de l'histoire japonaise, à savoir Miyamoto Musashi, 1584-1645. Présenté comme le plus grand sabreur de tous les temps, celui qui n'a jamais perdu un duel, et par ailleurs l'auteur du fameux traité des 5 roues, que j'avais chroniqué sur ce blog il y a quelque temps de cela, parce que si référer peut se montrer utile, j'ai complété cette vieille chronique par une vidéo au cas où. Un sujet épique pour un livre épique, mais qui a bien d'autres choses à offrir également. Résumer une histoire aussi colossale s'annonce compliqué, sinon vain. Musashi est un roman feuilleton avec de très nombreux personnages, de très nombreux décors. On navigue dans tout Honshu, à la campagne comme dans les grandes villes, Kyoto, Osaka, dont la fortune est encore assez récente, Edo, qui commence tout juste à émerger des marécages, au fil d'un récit qui s'étend sur des années, au début du XVIe siècle et donc de l'ère Edo. Les personnages, tous autant qu'ils sont emportés dans une ronde infernale, ils se poursuivent, ils se fuient, ils se croisent par hasard, ils parviennent à se manquer quand tout incitait à les retrouver. Le destin et le hasard alternent leur domination sur les événements et les quiproquos sont de la partie, de même que les rumeurs qui très souvent les fondent. Dans ces conditions, résumer La pierre et le sabre n'aurait en fait pas de sens. Donnons seulement quelques grandes lignes. Le livre s'ouvre sur une scène qui a tout du traumatisme, au lendemain de la bataille de Sekigahara, 20 et 21 octobre 1600, qui a vu l'armée de l'Est emmenée par Tokugawa Ieyasu triompher de ses ennemis et lui assurer le shogunat, une des batailles les plus importantes de l'histoire du Japon. 2 jeunes gens s'éveillent au milieu des cadavres, l'arrogant Takezo et son compère hautement influençable Matahachi. 2 imbéciles bouseux jouant aux samouraïs, qui pensaient que participer à la bataille leur procurerait immanquablement la gloire et un office bien rémunéré auprès d'un daimyo. Cela n'a pas été le cas, d'autant qu'ils ont combattu pour le mauvais camp. Revenir au pays dans ces conditions est problématique. Il faut dire que le volage Matahachi a été séduit par le frère minois d'Akemi, une jeune femme dépouillant les cadavres et qui remplacera utilement dans son cœur la naïve Otsu qu'il était supposé épouser au village. Aussi, quand Takezo rentre à Miyamoto, seul et pourchassé par les sbires des Tokugawa, il rencontre bien vite un autre problème de taille. Osugi, la mère de Matahachi, est convaincue que son fils est mort à cause de Takezo, et elle associe bientôt au jeune criminel une complice de choix, Otsu, qui était supposée devenir sa bru, mais qui serait un peu trop compatissante envers Takezo.
Débute le jeu du chat et de la souris, qui se poursuivra tout au long du roman. Mais cette première étape est assez rapidement conclue, en somme. Takezo ne coupe pas au châtiment, mais le bon Zen Takuan fait en sorte qu'il en tire d'utiles leçons, et c'est ainsi que, supplicié puis enfermé dans un château, le jeune homme décidera de changer de vie. Il lira beaucoup et il pratiquera l'escrime. Il fera sienne la voie du sabre et deviendra le meilleur dans son art. Un tel changement de vie justifie bien un changement de nom. Lisant les kanji de son prénom à la chinoise, Takezo devient Musashi. Et il prend la route bien décidé, non pas à se mettre à l'école des plus grands maîtres d'escrime du temps, mais à les affronter tous où qu'ils se trouvent à travers le Japon et à les vaincre. Cependant, Musashi n'est pas seul à prendre la route. La douce Otsu fait de même, qui doit bien admettre qu'elle est amoureuse de ce garçon autrefois si détestable, et qui le piste alors même qu'il la fuit terrorisé. Osugi également, qui hait Musashi et Otsu de toutes ses forces, dans un délire paranoïaque de mère plus qu'envahissante, un tourbillon qui bat la campagne l'arme en main afin de réclamer justice pour le sort de son fils, se répandant partout en calomnie sur le compte de Musashi et de l'infidèle Otsu. Or, Matahachi est toujours vivant, si dans un état lamentable, et navigue lui aussi au gré des événements à travers tout le pays, figure tragique de la déchéance, et en même temps bouffon plus qu'à son tour. Akemi aussi voyage beaucoup, et sa mère Oko, tout aussi infréquentable. Takoan également, à l'autre bout du spectre de la vertu, encore qu'à sa manière si déconcertante. Un Kohan fait homme. Puis il y a ceux qu'on croise en route. Par exemple, l'enfant infernal Jotaro qui veut devenir samouraï. Mais aussi un rival de taille pour Musashi, un autre jeune sabreur du nom de Sasaki Kojiro. Porteur d'une épée démesurée, créateur de son propre style et assurément arrogant, mais plus qu'assez compétent pour s'autoriser ses vantardises. Et sur la route, il y a tout le Japon. Paysans miséreux, bourgeois à la morale douteuse, prostituées par dizaines, ronins qui sont avant tout brigands, et quantité de samouraïs de premier ou de second ordre, fils d'eux sans l'aura de leurs ancêtres, et membres d'autant d'écoles qui ne sauraient tolérer que ce Musashi humilie ainsi leurs enseignements et leurs personnes. Au fil du récit, tous ces personnages occupent tour à tour le premier plan. Musashi a beau donner son nom au roman, on ne l'abandonne pas moins pendant des dizaines de pages, ça et là. Il est un héros, mais Otsu aussi, et Osugi à sa manière, ou même Matahachi ou Sasaki Kojiro, ou les samouraïs défiés par Musashi. La pierre et le sabre est un roman feuilleton et un modèle dans son genre. Il bénéficie d'un souffle épique remarquable et abondant rebondissements parfois très tordus, mais toujours savoureux, toujours palpitants, d'autant que l'auteur, assez pince sans rire parfois, joue avec ses personnages comme avec ses lecteurs. Il y a une certaine complicité ludique dans le déroulement de cette trame très complexe qui prend sans cesse le lecteur à partie, et c'est tellement bon de se faire ainsi balader. De fait, et ça a été pour moi une sacrée surprise, je ne m'y attendais pas spécialement au regard du très digne sujet du roman, et de son caractère épique qui plus est, La pierre et le sabre est aussi un récit très drôle. Il abonde en scènes comiques, dont certaines sont proprement hilarantes dans des registres très divers. Cela va des reparties spirituelles, mais parfois sacrément incongrues, en apparence du moins, de Takuan, au quiproquo quelque peu bouffon impliquant Matahachi et Sasaki Kojiro, en passant par le très amusant autant que délicieusement insupportable personnage d'Osugi, furie et belle-mère toute japonaise, jamais à court de reproches à l'encontre du monde entier, ou par le naturel irrévérencieux de la petite teigne Jotaro qui assène ses quatre vérités à des adultes ébahis de tant d'insolence. Et bien sûr, il faut y ajouter tous ces samouraïs qui n'ont que l'honneur à la bouche quand leur conduite est tout sauf honorable. Leurs ridicules, et il y en a, sont impitoyablement raillés par Yoshikawa Eiji, parfois simplement en les confrontant à un Musashi naïf et qui ne comprend pas bien ce qui se passe autour de lui. Oui, c'est un roman palpitant, mais aussi très drôle. Mais il y a un autre atout dans son personnage principal, bien sûr, et qui là encore peut surprendre. C'est que, dans cet itinéraire martial autant que spirituel qui fonde et justifie le roman, Musashi n'a pas toujours le beau rôle, loin de là. Ce n'est certainement pas un héros monolithique par essence parfait, c'est bien au contraire un homme éveillé à son imperfection et qui souhaite y remédier. Sa dévotion à la voie du sabre n'est pas seulement de l'ordre de la performance martiale, elle est en même temps essentiellement éthique. Cependant, en chemin, il ne se montre pas toujours très sympathique, et parfois il a même quelque chose de foncièrement repoussant. Takezo, initialement, n'a à vrai dire rien d'un héros. C'est une petite brute, un adolescent porté à tyranniser ceux de son village au seul argument de sa force supérieure. Et il n'est pas très malin, à vrai dire, ainsi qu'en témoigne son idée absurde d'aller chercher de la gloire à Sekigahara, avec les conséquences que l'on sait. Si Osugi en fait trop quand il retourne à Miyamoto et qu'elle s'en prend à lui pour de mauvaises raisons, pour des fantasmes totalement infondés, on comprend sans peine qu'il est d'autant plus aisé pour les villageois de le haïr qu'il a tout fait pour cela dans les années précédant le drame. Otsu, qui tombe pourtant amoureuse du jeune homme, parce qu'elle sent un changement en lui,
Et peut-être aussi parce que Takuan est là à sa manière étrange pour faire en sorte que les deux jeunes gens s'améliorent. Otsu donc ne fait pas mystère qu'elle détestait initialement Takezo, pour avoir fait plus qu'à son tour, petite fille, les frais de sa brutalité. Certes, Takezo, devenu Musashi, a changé, son châtiment lui a été bénéfique, et il entend dès lors se montrer vertueux. Il devient progressivement un héros, mais c'est bien cette idée de devenir qui compte. Musashi est imparfait et entend se perfectionner, ce qui va bien au-delà du seul art du sabre. En matière d'escrime, il apprend assez vite de ses erreurs. Mais il y a toutes celles d'un autre ordre et elles sont nombreuses que ce personnage, un peu psychopathe parfois, car cela va au-delà de la naïveté à ce stade, que ce personnage donc a du mal à seulement entrevoir. Lors d'une scène incroyablement épique vers la fin du volume, durant laquelle Musashi se bat seul contre des dizaines de samouraïs furieux, nous le voyons tuer, parmi tant d'autres et délibérément, un enfant incapable de se battre véritablement et ne pas être en mesure de comprendre que ce qu'il a fait était mal. De même quand il réalise qu'Otsu ne le laisse pas indifférent après tout. À vrai dire, toujours quelque peu arrogant, même s'il est sur la bonne voie, Musashi n'est pas totalement étranger au ridicule de ses adversaires, obsédés par l'honneur de leur école. Enfin, Musashi, si brave quand il se confronte à des sabreurs, est d'une incroyable lâcheté et puérilité quand il s'agit pour lui de faire face aux plus redoutables des adversaires, les femmes. Otsu comme Osugi ou Akemi. Et cela participe de la dimension comique du roman d'ailleurs. Mais La Pierre et le Sabre est bien un roman épique et d'aventure, de cap et d'épée dirait-on par chez nous, de kimono et de sabre quoi. Et dans ce registre également, bien sûr, Yoshika Waiji fait des merveilles. Son art consommé de la narration passe aussi par la mise en scène de faits d'armes stupéfiants, racontés avec un brio impressionnant. Moi qui souvent peine un peu devant les scènes de combat interminables, j'aime bien Robert et Howard, mais il m'a infligé quelques suées dans ce domaine. J'ai toujours été emballé ici par les nombreux affrontements auxquels prend part Musashi tout au long de ses 850 pages environ, et il y en a, même s'il n'y a pas que de ça non plus, loin de là. En fait, les batailles peuvent être séparées par des dizaines, voire des centaines de pages, pas moins stimulantes et palpitantes, avec des dialogues virtuoses et des situations savoureuses. Mais quand il y en a, c'est puissant, époustouflant. Cela devrait parfois être grotesque, comme la bataille ahurissante mentionnée précédemment, qui aurait été à sa place dans un baby cart, et pourtant c'est toujours juste. En même temps, l'humour, comme la figure du Ronin pouilleux mais habile, chez Musashi comme chez certains de ses ennemis, anticipe peut-être Yojimbo, tandis qu'en fait, de Baby Cart, la dimension spirituelle du récit, même sur un ton moins cruel, évoque peut-être davantage les plus belles réussites de Lone Wolf and Cub. Quoi qu'il en soit, c'est parfait dans son genre. Un dernier mot enfin sur la dimension spirituelle de cette épopée, elle est remarquablement adéquate. Ce contenu est toujours là, sous-jacent, mais jamais démonstratif, et en tout cas jamais sentencieux. L'itinéraire spirituel de Musashi est palpable, mais avec une certaine subtilité, et Yoshikawa Eiji ne donne pas dans la pseudo-sagesse si fréquente dans ce registre, et qui rend, pour en rester au Japon, mais cela va bien au-delà, certains mangas comme certains films de sabre ou de yakuza, pénibles à force de mystique adienne, a fortiori quand elle est associée à des postures badass sous la pluie, etc. On devine pourtant derrière chaque bataille le traité des 5 roues en train de s'écrire dans l'étude, l'expérimentation et la méditation, mais jamais cela ne se montre lourdement démonstratif et pédant. C'est toujours essentiellement naturel, ou faussement naturel sans doute. Ce qui caractérise aussi le style de ce roman, très fluide, un régal de simplicité apparente, qui ressort bien dans le texte français. La traduction de Léo Dillet me paraît très bonne à cet égard, si elle a peut-être un peu vieilli à l'occasion dans la manière d'exprimer certaines références à la culture japonaise, moins connue en France à l'époque peut-être. Oui, La Pierre et le Sabre est un modèle de roman feuilleton, un chef-d'œuvre dans ce registre, et probablement le roman qui m'a le plus enthousiasmé durant toute cette année 2018, à la hauteur de sa réputation chaudement recommandée. Et à un de ces jours, pour la suite et fin, la parfaite lumière.